dont je vais essayer de bien vous expliquer en quoi il est porteur d'innovation. Alors Serge, tu as eu la gentillesse de rappeler que je viens d'écrire un livre qui résume en quelque sorte un petit peu le regard que je peux avoir sur l'évolution du secteur de l'économie sociale et solidaire en France depuis une quarantaine d'années. Et ce livre donc s'appelle L'économie sociale et solidaire, et le sous-titre est tout à fait intéressant je l'ai intitulé Un nouveau modèle de développement pour retrouver l'espoir, car en effet je pense qu'il est urgent de changer la matrice de notre modèle de développement qui, à mes yeux, conduit à des risques de plus en plus graves, tant au niveau presque de la survie de l'humanité, avec l'accélération d'un certain nombre de catastrophes écologiques, dont nous avons d'ailleurs la démonstration aujourd'hui avec cette pandémie absolument inattendue et qui nous oblige complètement à changer toute notre façon de faire, sans compter les autres catastrophes montantes. Je ne voudrais pas être trop pessimiste, mais enfin elles sont là devant nous, en particulier la terrible évolution du climat qui va poser à nos sociétés de plus en plus de difficultés et de contraintes. Alors, tout d'abord, peut-être pour ceux qui connaissent mal ce secteur de l'économie sociale et solidaire, ce qui est un petit peu un paradoxe, puisque la France a maintenant un siècle et demi d'expérience des entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des entreprises de personnes et des entreprises à lucrativité limitée et des entreprises à gouvernance partagée. Et ce secteur, finalement, qui correspond à une autre façon d'entreprendre que ce qu'on pourrait appeler l'économie classique, a finalement plutôt bien réussi, puisqu'il représente à l'heure actuelle, lorsqu'on regarde les critères macroéconomiques, sans doute entre 10 et 11% du PIB, et surtout entre 12 et 13% du personnel salarié dans notre économie française, puisqu'il y a 2 200 000 salariés dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, essentiellement fourni d'ailleurs par le mouvement associatif, puisqu'il y a 2 millions de salariés, 2 millions de salariés qui travaillent dans le secteur de ce qu'on appelle les associations gestionnaires, c'est-à-dire des associations qui ont des actifs et qui ont des salariés. Alors, je vais faire deux parties dans mon intervention. La première, c'est est-ce que l'économie sociale est par nature porteuse d'innovation? Et ensuite, est-ce que plus précisément dans la période que nous traversons, elle est restée, elle l'est encore? Et est-ce qu'elle l'est même plus que peut-être d'autres formes d'entreprise? Alors oui, la réponse est oui, car en effet, l'économie sociale a toujours été sur le terrain de l'innovation, et cela quelles que soient les familles de l'économie sociale, puisque tel est le langage qui est en cours lorsqu'on parle d'économie sociale et solidaire. Elle a plusieurs composantes que nous appelons des familles, et les 4 familles de l'économie sociale ont montré au cours de l'histoire leur capacité à être dans l'innovation. Les mutuelles, tout d'abord, ont été un facteur d'innovation extrêmement importante à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, puisque à un moment où la protection sociale obligatoire n'existait pas, c'est elle qui était chargée en quelque sorte de mutualiser les risques face à la maladie, face à des accidents de la vie, et c'est une innovation qui vient de la société civile, c'est-à-dire que les mutuelles sont toujours composées d'hommes et de femmes qui librement choisissaient de mutualiser des ressources pour se
prémunir contre les risques de la vie, et les mutuelles ont donc été bien dans l'innovation puisqu'elles ont finalement anticipé le modèle de la protection sociale obligatoire qui sera créé en 1945 à l'issue des travaux du Conseil national de la résistance et la création de la sécurité sociale. Malgré la création de la sécurité sociale et le fait que les mutuelles sont devenues depuis des mutuelles plutôt dans ce qu'on appelle la protection complémentaire, elles continuent à être dans l'innovation, en particulier dans deux domaines, la gestion d'équipements hospitaliers spécialisés, et puis également dans la prévention, puisque l'un des critères d'intervention des mutuelles, c'est de prévenir plutôt que de guérir, et elles ont fait ces dernières années de grandes campagnes de prévention, en particulier je pense aux campagnes de prévention vis-à-vis du sida. La deuxième famille de l'économie sociale est également dans l'innovation, puisque c'était quand même assez extraordinaire qu'à la fin du 19e et au début du 20e siècle, des salariés décident de se regrouper sous forme de coopérative pour devenir propriétaires de leur outil de production. Alors, je ne vais pas parler des coopératives agricoles, tout le monde connaît le modèle. Je vais plutôt m'attarder sur les coopératives de production, qui sont quand même un élément d'innovation dans la vie économique tout à fait intéressant, puisque ce sont là aussi des sociétés de personnes. Elles regroupent des salariés qui veulent devenir propriétaires de leur entreprise, et certaines de ces coopératives de production ont eu des réussites assez spectaculaires, et c'est pourtant pas évident d'être à la fois salarié et dirigeant d'entreprise, et manager et responsable de l'avenir de l'outil de production dont ils sont propriétaires. La troisième famille de l'économie sociale est également dans l'innovation, c'est peut-être même celle qui est le plus. Je parle bien sûr des associations, du mouvement associatif, dans ce que j'appelle les associations gestionnaires, c'est-à-dire qui possèdent, comme je l'ai dit tout à l'heure, des actifs, la plupart du temps immobiliers, et également des personnels. Elles ont été historiquement toujours en réponse à des nouveaux besoins de la société civile. Parce que ce qui est intéressant dans l'économie sociale et solidaire, c'est de montrer que c'est spontanément, lorsque émerge une nouvelle demande sociale ou culturelle ou de tout autre ordre, eh bien la société civile réagit, et elle réagit en particulier en créant des associations, qui est une forme extrêmement souple d'entreprendre, puisque ce sont des sociétés de personnes, il n'y a pas besoin de beaucoup de capital pour démarrer, et on peut tout de suite répondre à une demande émergente qui n'a trouvé de réponse jusque-là, ni dans le secteur public, ni dans le secteur privé. Alors, historiquement, les associations ont été présentes au cours du XXe siècle sur de nouveaux enjeux de société. Je pense en particulier au tourisme social, dans lequel le mouvement associatif a été et est toujours extrêmement présent, dans le domaine de l'éducation populaire, dans le domaine également de la prévention, dans le domaine de la culture, puisque la plupart des troupes qui travaillent soit dans le théâtre, soit dans les arts vivants, sont sous forme associative pour répondre à la demande culturelle. On trouve la même chose également au niveau du sport, puisque ce sont les associations sportives qui sont à la manœuvre.
Et on trouve également, bien sûr, beaucoup d'associations dans le secteur sanitaire et social. Alors, soit des associations qui ont répondu à des nouveaux besoins de la société, en particulier son vieillissement, en créant les premières maisons de retraite ou les premiers foyers pour personnes âgées qui sont devenus les EHPAD. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 50% des EHPAD français sont gérés par le mouvement associatif. On arrive même à des chiffres beaucoup plus élevés lorsqu'il s'agit d'établissements accueillant des publics très particuliers, comme par exemple les personnes handicapées, puisque 90% des établissements qui accueillent des personnes handicapées sont gérés par le mouvement associatif. Donc on voit bien que ce mouvement associatif, il est présent dans l'innovation sur des terrains d'intervention dans lequel l'entreprise classique, le secteur privé, le secteur lucratif n'était pas présent pour des raisons diverses, et dans lequel la réponse publique a parfois été défaillante ou parfois a été apportée avec énormément de retard. Enfin, la quatrième famille qui a été créée par la loi du 31 juillet 2014, appelée du nom de son auteur, enfin du ministre qui l'a rapporté, c'est-à-dire Benoît Hamon, qui était ministre de l'économie sociale, lui à part entière. Moi, je n'étais que secrétaire d'État rattaché au Premier ministre, mais il a eu l'immense honneur d'être le Premier ministre de l'économie sociale, et il a laissé sa patte dans la composition du secteur en rédigeant une loi qui véritablement définit les principes de l'économie sociale, la liberté d'adhésion, le principe un homme, une voix, la gouvernance démocratique, les valeurs de l'économie sociale, c'est-à-dire la solidarité, le respect de l'environnement, l'humanisme. Et il a ajouté donc aux trois familles que je vous ai présentées juste avant, mutuelles, coopératives et associations, une quatrième famille qui est là véritablement dans l'innovation et qui correspond vraiment à la thématique de la journée, qui est l'entrepreneuriat social. Alors, ça colle avec un mouvement que nous avions enregistré, y compris même moi, dans les années 80, qui est la volonté de plus en plus de personnes de devenir entrepreneurs, c'est-à-dire responsables de leur propre vie, et de pouvoir développer par l'entreprendre une idée, un projet qui leur sont chers. Et ce mouvement, qui est un mouvement sociologique et sociétal au départ, la volonté de créer, qui correspond également d'ailleurs à la crise du salariat, donc pourquoi pas tenter l'aventure de l'entrepreneuriat, même si elle est particulièrement difficile, particulièrement risquée, et qu'elle a besoin, pour être confortée, d'être énormément soutenue et encadrée. L'entrepreneuriat social donc a été défini par la loi du 31 juillet 2014, et elle labellise en quelque sorte des entreprises qui veulent être des entreprises un petit peu différentes des entreprises classiques, puisqu'elles mettent au cœur de leur démarche non pas la recherche du profit et de la lucrativité, mais une démarche solidaire et une démarche de primat du respect de l'environnement. Et puis elles mettent également au cœur de leur démarche la volonté d'une gouvernance partagée et d'être un élément actif dans la solidarité nationale. Donc l'économie sociale a toujours été innovante, historiquement, je viens d'essayer de vous le démontrer, j'espère que j'y suis arrivé, et sur ses terrains d'intervention, et également sur ses modes de management, puisque elle a toujours recherché un management non pas hiérarchique, mais un management participatif qui associe toutes les forces de l'entreprise pour la réalisation de ses objectifs.
Et les exemples les plus symboliques sont bien sûr le résultat très très significatif à l'heure actuelle des petites scopes hein, qui se développent beaucoup à l'heure actuelle dans des secteurs émergents, et puis également l'apparition d'une nouvelle forme de coopératives qui sont les SIC, hein, sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui ont la richesse de pouvoir, à côté de l'apport des coopérateurs privés, associer dans le capital de la coopérative des entreprises publiques, des entreprises privées, des administrations et des collectivités territoriales. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur le mouvement associatif, parce que s'il y a véritablement un secteur qui a été au cœur de l'innovation sociale depuis ces 30 dernières années, c'est bien le mouvement associatif. Hein. Il a été contraint d'être en première ligne pour, en quelque sorte, réparer les dégâts causés par un modèle de production dont nous savons qu'il peut entraîner des disparités sociales, des cassures sociales, qu'il peut laisser beaucoup de monde sur le côté de la route, et il faut qu'il y ait des structures en quelque sorte qui empêchent véritablement la société de basculer ou une bonne partie de la société de basculer dans l'exclusion. Et le mouvement associatif a montré sa capacité hein, d'exercer ce rôle. Je parle en particulier des associations qui sont dans le caritatif, hein, et on a vu le rôle qu'elles ont joué durant la pandémie. Hein, les associations qui sont sur tous les nouveaux problèmes liés à l'évolution de notre société, hein, en particulier dans le maintien des personnes âgées à domicile, hein, avec la création donc de services adaptés, et puis toutes les associations qui travaillent pour sortir les gens de leur exclusion et de leur difficulté de s'insérer dans une société qui est une société de la jungle, dans laquelle beaucoup de gens n'arrivent pas à s'adapter. Et je pense en particulier à toutes les associations, appelées plutôt d'ailleurs entreprises d'insertion par l'activité économique, qui essayent d'être un sas pour ramener les gens à l'activité et ramener les gens dans les normes sociales qui sont les nôtres. Alors donc, innovation... Pardon ? J'ai presque fini. J'ai presque fini, Serge. Donc, innovation sur les terrains d'intervention, innovation dans la gouvernance, innovation dans le respect de l'environnement, et je vais terminer par le fait que que la pertinence de ces démarches ont bien été révélées par l'ampleur de la crise. Cette crise nous a surpris, hein, elle est la première, à mon avis, des soubresauts de ce que Pablo Servigne appelle la crise systémique qui est en train de toucher notre modèle de production et qui va le toucher de plus en plus, hein, puisque vraisemblablement nous sommes que à la première pandémie et qu'il risque d'y en avoir d'autres, parce qu'il y a un tel décalage, une telle rupture entre l'humain et le naturel qu'on peut tout craindre. Et puis il y a ce problème du réchauffement climatique qui va poser à l'ensemble des sociétés des problèmes absolument terribles. Et on a bien vu à quel point, dans cette période, l'économie sociale a répondu présente, hein, parce qu'elle est directement ancrée dans le local. L'économie sociale et le développement de l'économie sociale et le développement des territoires, c'est un petit peu la même chose. Hein. Et on a bien vu à quel point nous étions obligés, pour faire face à la crise actuelle, de revenir au local, face à cette globalisation hein, terrifiante qui est devenue le modèle économique dominant. Et nous avons retrouvé finalement des formes d'innovation qui étaient déjà portées par l'économie sociale, mais qui ont montré leur pertinence. Je vais en citer quelques-unes hein, très rapidement, 3 ou 4. Hein. Les marchés courts, hein, avec le fait donc qu'on a rétabli des liens directs entre les producteurs et les consommateurs. Beaucoup d'initiatives solidaires, hein, ici ou là, au niveau des quartiers, au niveau des villages, pour aider les gens qui
qui étaient frappés par la pandémie de façon directe ou indirecte, de nouvelles plateformes d'échange pour essayer de mettre les gens en relation, encore une fois, entre le consommateur et le producteur et éviter le monopole des grandes plateformes d'échange multinationales, et en particulier l'une d'entre elles, vous l'avez reconnu. Également l'innovation dans la redécouverte de la consommation locale, alors tant sur le plan alimentaire que sur le plan des services, également même dans la finance locale, puisqu'on a vu des expériences de financement locaux de projets et également de plus en plus l'émergence d'un financement de proximité pour aider les jeunes entrepreneurs qui repéraient des failles dans la réponse aux demandes sociales et qui avaient donc besoin d'un mode de financement solidaire qui est en train de se mettre en place en France par des circuits bien connus, comme en particulier France Active et la Fondation de France. Voilà, cher Serge, je pense avoir répondu à ce que tu m'avais demandé. Je ne sais pas si je suis dans la plaque, je ne sais pas si j'ai intéressé. En tout cas, puisque je vais perdre la parole là, je la garde encore. Donc, reportez-vous bien à mon livre, parce qu'il résume tout ce que je viens de dire. Et puis, si vous avez des questions à me poser, j'ai une page Facebook, Jean Gattel, et une page LinkedIn, donc vous pourrez éventuellement m'y retrouver. Voilà, cher Serge, et puis bonne chance pour toute la journée. Mais je reste avec vous. Merci beaucoup, Jean. Je crois que c'était important de démarrer avec toi, parce que l'air de rien, tu as parlé Benoît Hamon, mais tu as été le premier ministre chargé de ces questions-là, et tu es toujours avec nous, tu es toujours hyper actif, et tu continues de penser en collectif. Et je crois que ça avait du sens. Tu sais combien je défends la question de l'intergénération, et ça avait aussi du sens d'avoir aussi ce recul historique et de voir un petit peu où nous en sommes. Alors, justement, avec Je suis pas si vieux que ça quand même, Serge. mais tu es tout jeune. Il n'y a, que des jeunes ou il n'y a que des vieux et on s'en fout parce que ce qui compte c'est est-ce qu'on est justement capable d'innover, est-ce qu'on est justement capable de penser et de Absolument. penser, je dirais, penser déjà, c'est déjà beaucoup, et de penser collective, ce qui est évidemment encore mieux. Alors, quand on parle de pensée collective, quand on parle d'innovation, on pense évidemment à la ruche, on pense à ces questions d'entrepreneuriat social, et donc Bruno Imbert, l'homme de la ruche, un de ceux qui aujourd'hui contribue justement à ce qui est à la fois cette réflexion et cette action, parce que Bruno, tu as ce sens d'avoir un pied dans le réel et un pied dans la réflexion, et donc je trouvais que c'était important. Tu es à la fois le partenaire de ce colloque, mais je trouvais qu'après Jean Gattel, ça avait vraiment du sens que ce soit toi.